Il faisait moins 10 degrés ce soir de Noël. J'avais les os brisés par une semaine de 60 heures à gérer une crise logistique mondiale, quand je me suis enfin garée devant le pavillon que je payais moi-même. J'étais à bout de force. Mais avant même d'éteindre le moteur, un SMS de mon père, Bernard, a illuminé le tableau de bord. On a besoin de ta chambre pour tante Monique. Tu ne dors pas ici ce soir. À travers la fenêtre, je les voyais. Mes parents va-trinquant avec ma tante, savourant le vin hors de prix que j'avais acheté la veille. Je n'ai pas coupé le contact. Je n'ai pas pleuré. J'ai passé la marche arrière. Je suis repartie dans la neige. Je veux que vous vous arrêtiez une seconde. Avez-vous déjà été la personne qui paye toutes les factures, pour finalement être traité comme un invité encombrant dans votre propre maison? Mettez un « oui » en commentaire si vous savez exactement à quel point ce froid-là fait mal. La chambre du motel sentait le tabac froid et le décapant industriel au citron, mais pour moi, elle sentait la clarté. Je me suis assise sur le bord du matelas rigide, la lueur de mon ordinateur pour seule lumière. Je n'ai pas versé une larme. Pleurer implique une perte, et j'ai réalisé, dans ce silence, que je n'avais pas perdu une famille. Je venais juste de licencier un client très coûteux. Dans mon métier, quand un fournisseur devient un boulet, on ne fait pas de sentiments. On fait un audit, on révise le contrat, on évalue les pertes, et on rompt la relation. J'ai fait craquer mes doigts, et j'ai ouvert le tableur Excel que je tenais depuis 5 ans. C'était une grille de chiffres qui représentait mon énergie vitale, drainée chaque mois pour maintenir leur illusion d'une vie de classe moyenne. Ma souris a survolé la première ligne. Le crédit de la maison. 2 500 € par mois. Mon nom était sur l'acte de propriété. Mais on ne m'avait jamais laissé choisir la couleur de la peinture du salon. Ensuite, le leasing du SUV de Bernard. 600 €. Il prétendait avoir trop mal au dos pour travailler, mais jamais assez pour conduire un pick-up rutilant jusqu'au terrain de golf. Puis les factures d'énergie, 400 € pour chauffer une maison dont on m'avait banni. Et enfin, la mutuelle premium de Chantal. 250 €. Mon doigt a tremblé au-dessus du bouton « Annuler le prélèvement automatique ». Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Ce poids étouffant que je portais depuis mes 16 ans m'écrasait la poitrine. Je me souvenais de la première facture que j'avais payée pour eux. J'étais juste une ado avec un petit boulot. Et Bernard m'avait regardée avec ses yeux de chien battu en disant « On est une équipe, Léa. C'est toi la plus forte. C'est toi qui nous sauve. » C'était ça, le piège. Il m'avait conditionné à croire que ma valeur résidait dans mon utilité. Il m'avait appris que l'amour n'était pas gratuit, mais un loyer à payer pour l'espace que j'occupais. J'avais passé 10 ans à croire que si je payais assez, si j'étais assez performante, je pensais être une bonne fille. Mais en réalité, j'étais juste une otage avec un chéquier. Je vivais dans une prison dont les barreaux étaient faits de ma propre culpabilité. Mais ce soir, la culpabilité était morte de froid dans l'allée. J'ai cliqué. Paiement du crédit annulé. J'ai descendu la liste avec la précision d'un chirurgien. Leasing auto, résilié, électricité et gaz, coupure programmée, assurance, révoquée. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je corrigeais un bilan comptable qui était dans le rouge depuis bien trop longtemps. J'ai regardé les mails de confirmation tomber, un par un. C'était le travail le plus satisfaisant de toute ma carrière. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai écouté le ronronnement du chauffage du motel. Pour la première fois de ma vie, je ne chauffais personne d'autre que moi-même. Et j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré sur la table de chevet en mélaminé. Ce n'était pas des excuses. C'était un ordre. Bernard, plus d'internet. Répare ça tout de suite. J'ai une réunion sur Zoom. J'ai fixé l'écran. Il m'avait jeté de chez moi il y a moins de 12 heures, et il s'attendait encore à ce que les services que je payais soient à sa botte. Il ne me voyait pas comme une personne, mais comme un appareil électroménager en panne. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Dans mon métier, on ne détruit jamais les données. On les archive. J'avais besoin de preuves. Quand le contrôle direct a échoué, ma mère, Chantal, a changé de tactique. Elle ne m'a pas écrit. Elle s'est tournée vers sa communauté. J'ai reçu une notification Facebook. Chantal m'avait identifiée dans une publication sur le groupe de prière de la paroisse. « Priez pour notre famille », disait le post. Nos cœurs sont brisés. Notre fille Léa nous a abandonnés en pleine tempête de neige en emportant toutes nos économies.
Nous avons froid et nous sommes effondrés. Priez pour son âme. C'était un chef-d'œuvre de fiction. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. Les singes volants, ces dames de l'église qui me connaissaient depuis que j'avais 5 ans, ont lancé l'assaut. Comment as-tu pu, Léa? Honore ton père et ta mère. Dieu voit tout. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages de gens qui ne m'avaient jamais demandé si j'allais bien, mais qui étaient soudain experts en moralité. C'était une campagne de dénigrement conçue pour m'isoler, pour que le coût social de mon départ soit plus élevé que le coût financier de mon maintien. Je n'ai pas réagi. Les disputes sont pour les familles. Les preuves sont pour les tribunaux. J'ai conduit directement chez Élodie. Élodie n'était pas seulement ma meilleure amie. Elle était juriste avec un esprit vif comme une lame. Elle a pris mon téléphone, a lu le post de Chantal, et n'a même pas scié. C'est de la diffamation, a-t-elle dit, ses doigts volant sur son clavier. On a passé la matinée à tout archiver. Chaque SMS de Bernard, réclamant de l'argent, chaque commentaire passif-agressif sur Facebook, chaque mensonge que Chantal racontait à son cercle de prière. On ne pleurait pas sur des relations perdues, on montait un dossier. Élodie a levé les yeux vers moi. Ils essayent de te faire honte pour que tu reviennes, Léa. Ils pensent que s'ils font assez de bruit, tu paieras juste pour que ça s'arrête. Je sais. J'ai répondu, en regardant l'imprimante sortir, les captures d'écran des mensonges de ma mère. Mais ils oublient une chose. La honte ne marche que si vous pensez avoir fait quelque chose de mal. Ce n'était plus une campagne de calomnie, c'était des aveux. Ils montraient au monde entier qui ils étaient vraiment. Laissez-les parler. Laissez-les prier. Moi, je préparais la guerre. 3 jours plus tard, le vrai froid s'est installé. Dehors, il faisait négatif 15 degrés Celsius, et à l'intérieur du pavillon, le thermostat connecté que je contrôlais depuis mon téléphone s'est éteint. L'électricité était coupée. Mon téléphone s'est allumé presque instantanément. Bernard, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a plus de chauffage. Répare ça, tout de suite. Je voyais la bulle de texte apparaître et disparaître. Je l'imaginais dans son fauteuil, enroulé dans une couverture, sa respiration faisant de la buée dans le salon. Il n'avait pas peur. Il était indigné. Il croyait vraiment qu'il pouvait commander aux électrons par la seule force de son arrogance. Il a essayé de m'appeler depuis le téléphone d'un voisin, laissant un message vocal où il aboyait comme un général dont l'armée aurait déserté. « Je suis ton père, Léa. Tu n'as pas le droit de me faire ça. » Mais le silence de mon côté était assourdissant. Puis, un numéro inconnu a affiché. J'ai laissé sonner, mais un SMS a suivi. « C'est tante Monique. S'il te plaît, réponds. » Je gèle. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Sa voix tremblait. Non pas de colère, mais parce que ses dents claquaient. Léa, hâtée, elle bégayait. Le chauffage est coupé. Le frigo aussi. Bernard a dit que c'était un bug, mais EDF dit que le contrat est résilié. Ce n'est pas un bug, Monique, j'ai dit d'une voix calme. J'ai arrêté de payer. Il m'avait dit qu'il avait de l'argent, a-t-elle chuchoté, réalisant enfin la situation. Il m'a dit qu'il était riche, qu'il avait juste besoin d'un peu d'aide pour la maison. Léa, il n'y a rien à manger. Il commande des plats, mais sa carte a été refusée aujourd'hui. J'ai ressenti une satisfaction glacée. La façade s'écroulait. Il t'a menti, Monique. Il est ruiné. Il vit sur mon salaire depuis 5 ans. Un long silence a suivi. Puis, un bruit de papier. Je regarde son carnet là, sur le comptoir. A-t-elle murmuré d'un ton conspirateur? Il l'a laissé traîner. Léa, il s'est entraîné à imiter ta signature. Des pages entières. Mon sang n'a fait qu'un tour. Envoie-moi une photo, tout de suite. L'image est arrivée. Des lignes de mon nom. Léa Miller. Écrite de la main tremblante et agressive de mon père. Il ne comptait pas seulement me demander de l'argent. Il comptait me le voler. Tante Monique n'était plus une intruse. Elle était mon informatrice. Le château du roi était gelé, et ses sujets commençaient à se révolter. La notification est tombée à 10h14 un mardi matin. Ce n'était pas un SMS, mais une alerte fraude de ma banque. Nouvelle demande de carte Gold. Demandeur, Léa Miller. J'étais chez Élodie. Bernard n'était pas seulement désespéré, il était délirant. Il pensait que parce qu'il m'avait élevé, mon identité bancaire lui appartenait. Il a fait ça en ligne, a dit Élodie. L'adresse IP remonte au pavillon. Il a utilisé ton numéro de sécu, celui qu'il connaît par cœur.
Elle a tourné l'écran vers moi. On y est, Léa. Avant, c'était un litige civil, des factures impayées, un drame familial. Mais ça, c'est du pénal. Usurpation d'identité aggravée, c'est de la prison ferme. J'ai regardé l'heure de la demande. Elle correspondait pile au moment où Monique m'avait envoyé la photo du carnet. Il s'était entraîné, il avait attendu, et il avait cliqué sur « Valider », pensant qu'il était malin, pensant que je serais toujours la petite fille qui couvre les bêtises de papa parce que la famille, c'est sacré. Mais il a oublié que je travaille dans la logistique. Je gère les risques. Et quand un risque devient criminel, on ne négocie pas. On neutralise. On l'appelle ? A demandé Élodie, même si elle connaissait la réponse. Non, j'ai dit. On appelle la police. C'était la décision la plus difficile de ma vie, et pourtant, la plus évidente. La culpabilité que je m'attendais à ressentir était absente. À la place, une résolution froide. Si je ne l'arrêtais pas maintenant, il me viderait jusqu'à ce que je sois aussi vide que lui. Il détruirait mon avenir, mon crédit, ma santé mentale, juste pour garder la lumière allumée dans une maison qui ne lui appartient même plus. Les voitures de police attendaient déjà quand je me suis garée devant le pavillon. La maison semblait morte. Pas une lumière. Juste un bloc de briques sombres dans la nuit glaciale. Je suis montée dans l'allée aux côtés des deux agents. Je ne me sentais pas comme une fille qui rentre chez elle. Je me sentais comme une propriétaire venant expulser un squatteur qui avait tout saccagé. Avant que l'officier ne puisse frapper, la porte s'est ouverte brusquement. Bernard était là. Il portait 3 pulls et un bonnet. Quand il m'a vue, il n'a pas regardé les uniformes. Il m'a regardé, moi, avec cette arrogance terrifiante qu'il a toujours eue. Il pensait que je venais me rendre. C'est pas trop tôt. Hâté, il a aboyé. Rentre. Le compteur a sauté. Appelle le service d'urgence et paie le supplément pour qu'ils viennent tout de suite. Il a tourné le dos aux policiers, comme s'ils étaient des démarcheurs. Pour lui, il n'existait pas. Seul moi comptais, parce que j'étais la seule capable de rallumer les lumières. « Monsieur Miller ?» a dit l'officier en entrant. « On n'est pas là pour le chauffage. On est là pour une plainte d'usurpation d'identité. » Bernard s'est arrêté net. Il s'est retourné lentement, un rictus méprisant aux lèvres. « Usurpation d'identité ? Ne soyez pas ridicule. J'ai ouvert une carte pour acheter de quoi manger, parce que ma fille, il a pointé un doigt tremblant vers moi, a décidé d'abandonner sa famille en plein hiver. Ce n'est pas du vol, c'est de la survie. Vous avez utilisé ses données personnelles sans son consentement, monsieur, a dit l'officier. C'est un délit fédéral. Consentement ? Bernard a ri. Un rire sec. Je l'ai élevée. Je l'ai nourrie. Tout ce qu'elle a est à moi. Il a gonflé le torse, essayant de bloquer l'entrée de son royaume gelé. Sortez de chez moi. C'est ma maison. J'ai des droits. Je le regardais hurler, et soudain, la peur que je portais depuis 20 ans s'est évaporée. Je ne voyais plus un monstre. Je voyais un homme prisonnier de l'illusion du portefeuille vide. Pendant des décennies, Bernard avait confondu avoir et être. Il croyait que son statut de patriarche était un droit divin qui commandait le respect, quels que soient ses actes, mais le pouvoir ne s'hérite pas. Il se mérite. En coupant les vivres, j'avais enlevé son costume. Sans mon chéquier, il n'était pas un roi. C'était juste un homme au chômage, dans une maison froide, avec un dossier de surendettement. Sa rage, c'était la panique d'un narcissique réalisant que son autorité était subventionnée par sa victime depuis le début. « Monsieur, tournez-vous et mettez les mains dans le dos », a ordonné l'officier, à bout de patience. « Vous n'avez pas le droit de me toucher », a hurlé Bernard en essayant de repousser le policier. Mauvaise idée. L'interpellation a été rapide. Le clic des menottes a été le son le plus fort du quartier. « Léa !» hurlait-il alors qu'on l'emmenait vers la voiture. « Dis-leur d'arrêter. Paie la caution. Répare ça tout de suite. » Je suis restée sur le trottoir. Ma mère, Chantal, est apparue sur le seuil, enroulée dans un édredon. Elle ne regardait pas son mari. Elle me regardait, les yeux grands ouverts, attendant que j'intervienne pour faire partir les méchants. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé la chaîne logistique de leur sentiment d'impunité se briser définitivement. La saisie de la maison a été rapide et impersonnelle, comme toute bonne transaction commerciale. Bernard appelait des coupables pour éviter un procès trop long. Il purge actuellement 10 à 8 mois
dans un centre de détention où, paraît-il, il se plaint quotidiennement de la qualité du matelas. Chantal a emménagé dans un petit studio en sous-sol à 50 km de là. Elle déteste ça. Elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle est victime d'un système cruel, sans jamais réaliser que le système, c'était juste des maths, et qu'elle échouait à l'examen depuis des années. Je ne suis pas allée les voir. J'avais un nouveau projet à gérer. Avec les 4 800 € par mois qui disparaissaient autrefois dans le trou noir de mes parents, j'ai pris un nouvel appartement. Un 3 pièces dans un quartier calme, des lignes épurées, un bon chauffage et une serrure dont seules 2 personnes ont la clé. Moi et mon petit frère, Lucas. Le jour où j'ai ramené Lucas, il est entré comme s'il entrait dans un musée. Il a touché les murs, vérifié le thermostat. Je l'ai emmené dans sa chambre. Sur le bureau trônait un PC de gamer dernier cri, celui dont il rêvait mais qu'il n'avait jamais osé demander. Léa, hâté, il chuchotait. C'est trop. Tu n'aurais pas dû. Je n'ai pas dépensé un centime que je n'avais pas, Lucas. J'ai juste changé l'allocation des ressources. Et c'est la vérité finale que je veux que vous compreniez. C'est ce que j'appelle la justice du semeur. La vraie justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui vous ont fait du mal. La punition regarde vers le passé. La vraie justice regarde vers l'avenir. Il s'agit de prendre l'énergie, l'argent et l'amour qu'on vous volait, pour les planter dans une terre qui portera ses fruits. Pendant 5 ans, j'ai arrosé des mauvaises herbes. J'ai tout donné à des gens qui ne savaient que prendre. Mais maintenant, je regarde mon frère, un gamin brillant et gentil. Ce PC n'est pas un jouet. C'est un investissement dans sa joie, quelque chose dont il a été privé pendant 10 à 7 ans. Couper le chauffage dans cette maison n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de préservation. J'ai arrêté de m'immoler par le feu pour qu'ils aient chaud, et j'ai utilisé cette chaleur pour construire un futur pour le seul membre de ma famille qui se comporte comme tel. L'audit est terminé. La chaîne logistique est rétablie. J'ai ouvert mon tableur, j'ai sélectionné toutes les colonnes de dettes et de passifs, et j'ai appuyé sur « Supprimer ». Si vous êtes en train de vous épuiser pour porter des gens qui ne vous respectent pas, considérez ceci comme votre signal pour arrêter. Vous méritez de construire votre propre vie. Partagez cette histoire si vous croyez en la justice, et abonnez-vous pour plus de récits.